Donc du coup, moi j'ai l'honneur d'introduire le second thème de cette soirée, qui donc porte sur les troubles anxieux. Donc moi je m'appelle Elodie Charbonnier, je suis maître de conférence à l'université de Nîmes en psychologie clinique. Donc moi je vais juste faire une très rapide introduction sur les troubles anxieux. L'idée étant plutôt que de laisser très rapidement la parole aux spécialistes ici présents. Alors, moi je suis quand même partie de ce constat-là. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de consultations avec pour motif le fait de présenter un trouble anxieux. Donc c'est de plus en plus fréquent. Alors il y a une étude, alors il n'y a pas beaucoup d'études qui sont menées en France, mais il y a une étude qui a eu l'avantage d'identifier le nombre de consultations en psychiatrie avec ce motif-là. Je viens consulter parce que je présente, ou à la suite de cette consultation, je suis diagnostiquée comme présentant un trouble anxieux. Alors là, l'échelle est réduite, puisqu'on est entre 2010 et 2014, mais en tout cas, c'est le reflet effectivement d'une augmentation de ce type de motif de consultation, avec, mais mes collègues en parleront plus tard, effectivement une prévalence plus marquée chez les femmes, qui est quelque chose de très spécifique aux troubles anxieux. Sauf que, même si on peut s'appuyer sur ces données-là, on peut s'interroger finalement, à quel point est-ce que le nombre de consultations, c'est vraiment un indicateur du nombre de personnes qui présentent ce type de pathologie. Parce que, du coup, si on rentre dans cette étude-là, ça veut dire qu'on est allé consulter. Or, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que énormément de gens présentent un trouble anxieux, mais ne vont pas consulter pour cela. Un des facteurs qui est mis en évidence, il y en a plein d'autres, mais un des facteurs qui n'est pas lié à la pathologie en tant que telle, c'est la question du rejet social. Effectivement, énormément de personnes qui présentent un trouble mental au sens large, donc ça s'exprime pour les troubles anxieux, mais également pour d'autres types de pathologies. En fait, ils vont vous dire qu'ils ressentent des symptômes, ils ressentent de la souffrance, ils suspectent qu'ils pourraient présenter effectivement un tableau clinique associé à un trouble psychiatrique, mais par contre, ils n'iront pas consulter. Parce qu'aller consulter, ça veut dire être vraiment fou et présenter vraiment une pathologie psychiatrique. Et donc, il y a vraiment cette frontière-là à dépasser qui est souvent difficile à faire pour un certain nombre de patients, notamment quand ils sont jeunes, parce qu'il y a l'idée que si je vais consulter, ça veut dire que je deviendrai vraiment malade. Et si je deviens vraiment malade, ça veut dire que je prends le risque aussi de m'exposer au rejet social qui peut être associé au diagnostic que l'on va me poser. Donc une fois qu'on part de cette idée-là, on peut s'interroger finalement sur, c'est dramatique. C'est dramatique de partir du principe qu'il y a énormément de gens qui souffrent, mais qui ne vont pas consulter parce qu'ils ont peur qu'après cette consultation, finalement, ils vont souffrir plus. Peut-être qu'ils souffriront moins de la maladie, mais par contre, ils risquent de souffrir des conséquences sociales associées à l'étiquetage du diagnostic. Donc, c'est un petit peu l'objectif de cette soirée, mais également de tout ce qui va être organisé demain, en partant de l'idée que finalement, réduire les comportements de discrimination et de rejet des personnes qui vont présenter un trouble. Là, ici, on va s'intéresser plus spécifiquement aux troubles anxieux. Finalement, ça va passer par l'information. Et donc, cette idée que finalement, en rendant visible un handicap invisible, on lutte un petit peu contre ce rejet social qui souvent a pour principal moteur l'incompréhension. Alors, c'est pas le seul. Il y a d'autres éléments que l'on peut mettre en place, mais là, qui du coup concernent moins ce qu'on va faire ce soir, mais qui peut vous concerner vous personnellement, et qui peuvent avoir pour but de réduire les comportements de rejet que l'on peut avoir face aux personnes malades. Un des éléments qui est recommandé, c'est le fait de s'interroger justement sur la représentation que l'on peut avoir des différents troubles. Et donc, alors on va peut-être pas le faire parce que vous êtes quand même beaucoup, j'avais prévu de le faire, mais là ça me semble pas très adapté, mais on peut tous s'interroger sur un trouble anxieux, pour moi c'est quoi ? Alors, les étudiants en psycho, a priori, ils auront la capacité à répondre, c'est la phobie, c'est le TOC, c'est le TAG, etc. Ok, ça c'est une entité clinique. Mais exactement pour vous, c'est quoi ? Et une question plus intéressante que ça serait plutôt une personne qui présente ce trouble, c'est quoi ? Et à votre avis, vivre cette maladie, c'est quoi ? Et comment est-ce que cette maladie s'exprime chez un individu ? Et à quel point est-ce que cette maladie pourrait avoir des conséquences dans le vécu de cet individu ? Souvent, le discours naïf des gens, c'est la folie, c'est la dangerosité, c'est l'imprévisibilité, c'est l'incompréhension. C'est des gens qu'il faut enfermer. Alors, c'est plus ou moins vrai selon les pathologies, mais il y a quand même vraiment cette association avec un handicap invisible. Ça se voit pas, donc c'est un petit peu dangereux quand même. On ne sait pas comment est-ce que ces gens vont réagir. Donc ça, je vous inviterai tous, du coup, alors pendant la conférence, mais potentiellement après,
Du coup, à vous interroger sur la manière dont vous percevez personnellement, indépendamment de vos connaissances universitaires, les personnes qui présentent un trouble anxieux. Dans les recommandations, il y a également le fait d'être en capacité d'être à l'écoute. Alors, spontanément, naïvement, on a tendance à, pour peu qu'on soit un petit peu empathique quand même, hein, mais à vouloir aider les autres quand ils souffrent. Sauf qu'une personne qui souffre, souvent la réaction c'est « mais non, mais ça va aller, ne t'inquiète pas ». Le problème, c'est qu'une personne qui présente un réel trouble et qui vous fait part de sa souffrance, lui proposer ce type de réponse, en fait, c'est banaliser le trouble et au contraire, c'est créer de la distance avec elle. Donc, ce qui est préconisé, c'est plutôt d'avoir la capacité d'être à l'écoute plutôt que d'éviter un discours de souffrance ou plutôt que de banaliser un discours de souffrance. Même si souvent, ces comportements-là sont faits avec de bonnes intentions. De proposer de l'aide dans la limite de ses capacités. Donc l'idée, c'est pas de porter tout le poids de la souffrance de l'autre sur ses épaules, mais d'avoir quand même la capacité de potentiellement conseiller, écouter, orienter, informer. De choisir les mots avec soin. Mais là, du coup, je reviendrai pas sur l'intervention qu'a fait Mathilde en introduction. Hein. Mais effectivement, les mots ont du sens. Et donc, il faut faire attention aussi aux mots qu'on emploie face aux personnes qui souffrent. Et ça, du coup, là, je m'adresse peut-être un peu plus aux futurs psychologues ou aux psychologues qui sont présents. Mais aussi, on a un rôle d'éduquer les autres concernant ces différents troubles. C'est ce que font toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et c'est ce que je vous inviterai à faire, du coup, vous également, par la suite. Alors, pourquoi on a fait le choix de faire finalement cette conférence à l'université? Une des raisons, c'est le fait que ce type de problématique, alors c'est vrai pour les troubles anxieux, on a tendance à accumuler troubles anxio-dépressifs, donc troubles dépressifs et troubles anxieux. En fait, ça va correspondre à 1/3 des étudiants. Donc c'est énorme en termes de proportion. Les étudiants sont considérés comme des populations particulièrement à risque pour différents facteurs, hein, c'est facteurs qui ne sont pas exhaustifs là dans cette présentation, mais il y a le stress associé aux études. Hein. C'est sûr que l'université est un lieu qui va pousser à la performance, mais sans derrière aucun soutien. Donc il faut réussir, mais par contre si vous n'y arrivez pas, vous vous débrouillez. Alors je grossis un peu le trait, mais il y a quand même cette réalité effectivement d'une difficulté de l'université à accompagner les difficultés que les étudiants pourraient rencontrer dans le cadre de leur cursus universitaire. Beaucoup d'universités essayent de mettre en place des choses. L'université de Nîmes essaye de mettre en place des choses. Mais après, on se rend compte effectivement qu'on est limité dans ce qu'on est capable de faire face à la souffrance très importante que certains étudiants peuvent ressentir. De la même manière, la solitude. Donc là, ça devient aussi une problématique qui est très invisible. Hein. Les étudiants qui, en rentrant à l'université, se retrouvent très isolés socialement parce que ils changent potentiellement de ville, ils changent de contexte, ils se retrouvent dans des grosses, potentiellement selon les filières, dans des grosses promos. Ils connaissent, alors qu'ils ont toujours connu au lycée la personne avec qui ils étaient assis. Là, ils se retrouvent avec des gens devant qui connaissent pas, des gens à côté qui connaissent pas, des gens derrière qui connaissent pas. Chaque jour, potentiellement, ils vont avoir des gens différents à côté d'eux et avec une très grande difficulté à créer du lien avec les autres membres de leur promo. Et dans ce sens-là, du coup, les associations ont joué un rôle qui est essentiel et l'association Psycho est très active dans cette perspective parce que vraiment, ça permet effectivement de rompre le sentiment de solitude qui est un gros facteur de risque à l'émergence des troubles anxieux. Et donc, il y a également, mais là, du coup, je passe rapidement parce que Mathilde les a également présentés, la question des problèmes relationnels qui peuvent se présenter au cours de cette période particulière de la vie et associer à ça les problèmes financiers qui ne sont pas anecdotiques non plus. Parce que si on doit déménager, ça veut dire qu'il faut avoir la capacité à payer son loyer. Si on doit avoir la capacité à payer son loyer, potentiellement, ça veut dire qu'on doit travailler. Et si on doit travailler, ça veut dire qu'on a une surcharge de travail auquel on n'est pas forcément prêt à faire face. Donc tout ça, c'était juste pour introduire très rapidement cette question-là des troubles anxieux. Je vais laisser mes collègues rentrer un peu plus dans le détail. Et donc, je vais laisser la parole au docteur Monnier ainsi que à Mathieu Coloca, que je remercie du coup de leur présence aujourd'hui. Et avec une pensée particulière pour Mathieu, qui est un pur produit nîmois et qui a fait donc toute sa licence à Nîmes et qui a obtenu donc le titre de psychologue au sein de notre université. Donc moi je fais partie peut-être du tiers des étudiants présentant quelques troubles anxieux, non peut-être pas. Donc du coup voici le docteur Monnier donc, et moi-même Mathieu Coloca. Nous intervenons sur la clinique de l'anxiété à Yaka qui fait partie du CH Le Mascaréron, donc l'hôpital psychiatrique que vous pouvez trouver à Uzès. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon.
Ouais. Donc le fait est qu'on intervient sur différentes unités, dont celle-ci. Donc Madame Charbonnier nous avait demandé de préparer un petit truc pour casser un peu les idées reçues qu'on pouvait avoir sur les troubles anxieux. Donc là on en a listé quelques-uns. Donc voilà, c'est le signe d'une maladie mentale grave, ça dure toute la vie, c'est difficile à comprendre pour les autres, d'où justement une intervention comme celle-ci où ça peut permettre de casser un peu cet aspect-là. Il faut éviter tout ce qui peut les provoquer. Donc ça c'est justement l'inverse, on va le voir par la suite. On peut gérer les troubles anxieux seuls sans aide. Les médicaments sont les seuls traitements. Bon, vous avez des psychologues parmi vous, j'en vois quelques-uns. Donc non, les médicaments ne sont pas les seuls traitements que dont vous pouvez profiter. Voilà, donc là, c'en est quelques-unes d'idées reçues. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser en fin de présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis le docteur Monnier, donc psychiatre à IACA, la clinique de l'anxiété. Bon, comme disait Mathieu, effectivement, il y a pas mal de préjugés qu'on peut avoir sur les troubles anxieux. Et c'est pas forcément un motif de consultation, c'est-à-dire que les patients, notamment les patients atteints d'un trouble anxiété généralisé, vont pas venir spontanément d'eux-mêmes voir un médecin, un psychologue ou un thérapeute pour une demande d'aide. Ce qui peut amener un patient, parce qu'effectivement, ce type de patient ça va faire partie de ses valeurs de se dire je suis angoissé, je me fais de soucis, je suis inquiet, plus inquiet que la normale, mais c'est normal, c'est comme ça, il vaut mieux se prévenir que guérir, mieux se prévenir de tout danger. Et en fait, le patient va passer une grande partie de sa journée à avoir des inquiétudes, des ruminations dans la tête, et ça va avoir un impact sur sa qualité de vie et dans son fonctionnement social. Donc, qu'est-ce qui va amener un patient à consulter ? Ça va être effectivement soit l'entourage qui dit voilà, mon mari, ma femme se fait du souci, ne dort plus, elle peut plus aller travailler, elle passe son temps à s'inquiéter pour tout et pour rien. Ou alors le patient peut arriver pour des manifestations somatiques, c'est-à-dire que l'anxiété, elle va passer par le corps. J'ai mal au ventre, j'ai l'impression de plus pouvoir respirer, ou le cœur qui bat vite tout le temps. Est-ce que j'aurais pas un infarctus, par exemple ? Alors, ce qui est important, voilà, donc il y a plusieurs notions effectivement qu'on a répertoriées. Il y a ce qu'on appelle le stress. Alors le stress, c'est un concept un petit peu vague qui veut dire en fait face à une situation qui va être ponctuelle, face à une situation stressante, il va y avoir tout un tas de mécanismes psychiques et physiques qui vont apparaître et qui vont ensuite disparaître quand la situation stressante est finie. Par exemple, vous passez un examen, un oral, et vous allez être stressé, vous allez avoir une anxiété anticipatoire, et une fois que l'événement est fini, vous n'avez plus cette anxiété et ce stress. Si vous conduisez en voiture, là vous avez une voiture qui arrive à file allure, vous avez peur d'un accident, donc votre système nerveux sympathique va prendre le dessus et va vous préparer à un danger. Donc c'est un stress qu'on va dire effectivement qui est normal et qui vous permet effectivement de garder cet instinct de survie. Qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez les animaux, et ce qui permet effectivement de garder une certaine homéostasie par rapport à son environnement. Après, il y a ce qu'on appelle l'anxiété, un concept plus diffus, avec effectivement une élaboration psychique face à des situations de danger réelles ou irréelles. Et puis d'ailleurs, la plupart du temps, ça va devenir vraiment irréel. Parce que quand il n'y a plus de danger, finalement, on va avoir les mêmes sensations comme si on était dans une situation de danger. Et à ce moment-là, quand cette anxiété, elle persiste et qu'elle dure, c'est là qu'on peut arriver dans un cadre pathologique. C'est-à-dire ce qu'on appelle notamment dans le DSM-5, je pense que vous connaissez tous, en tout cas le manuel qui identifie les troubles. On va parler de troubles anxieux graves, c'est-à-dire une maladie psychiatrique. Une maladie psychiatrique, c'est-à-dire une maladie chronique qui va durer dans le temps et qui va entraîner des répercussions sur le fonctionnement social et sur l'environnement et son interaction avec l'environnement de l'individu.
Dans les troubles anxieux graves, rapidement, vous avez ce qu'on appelle donc le trouble anxiété généralisé. Donc c'est un trouble qui dure plus de 6 mois, qui va effectivement entraîner ce qu'on appelle le terme de soucis, des inquiétudes, des ruminations toute la journée, avec des répercussions psychiques et physiques. Et dans ce cadre notamment de ce trouble anxieux, la personne n'a pas forcément conscience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle pense que c'est normal de se faire du souci. Vous avez aussi le TOC, trouble obsessionnel compulsif, où là, effectivement, le patient, face à des idées obsédantes, face à des images, va mettre en place des compulsions pour essayer de diminuer cette anxiété. Donc le patient, dans ce cadre-là, il a conscience que avoir des compulsions, ça permet de diminuer son anxiété, que c'est tout à fait idiot de vérifier 50 fois si la porte est bien fermée ou de se laver les mains, sachant qu'on les a déjà lavées pas mal. Et là, il peut effectivement plus se consulter. Mais ça reste... Si le patient a conscience du concept ridicule, on est déjà dans un pas thérapeutique, le fait de consulter. Après, donc, vous avez des phobies spécifiques. Par exemple, quelqu'un qui a peur des araignées ou de prendre l'avion, effectivement, qui va être très sensible aux thérapies cognitivo-comportementales, qui se soignent très bien. Le trouble panique. Alors maintenant, c'est vrai qu'on distingue entre trouble panique, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire fréquemment des attaques de panique, avec notamment un concept d'anxiété anticipatoire, c'est-à-dire la peur d'en refaire. Et c'est un trouble effectivement qui va durer. C'est pas juste la personne qui fait une attaque de panique à un certain moment de sa vie, c'est vraiment quelqu'un qui en fait de manière répétée et fréquente, avec cette anxiété anticipatoire, qui peut être accompagnée ou non d'agoraphobie. Et donc l'état de stress post-traumatique, on appelle maintenant trouble post-traumatique, qui est effectivement tout un cortège de symptômes cliniques face à un événement particulièrement stressant avec une sensation de mort imminente. Alors, quand peut-on parler de trouble ? C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire lorsque effectivement les signes, les symptômes cliniques vont être prédominants, c'est-à-dire des symptômes physiques, psychiques et somatiques, et notamment quand on va parler de chronicité, c'est-à-dire que voilà, il faut que les symptômes persistent au moins pendant 6 mois pour qu'on puisse parler de troubles anxieux graves et de maladies chroniques. Sinon, on parlera juste d'anxiété diffuse, sans effectivement aller vers quelque chose de pathologique. Alors ça va effectivement, et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire par rapport à d'autres maladies psychiatriques comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire qui vont être vraiment parlantes cliniquement, c'est vrai que les troubles anxieux, c'est quelque chose qui va être plutôt invisible, qui nécessite quand même de connaître le trouble anxieux pour pouvoir le diagnostiquer, qui n'est pas forcément simple, notamment quand on ne connaît pas. Par exemple, le patient va chez son médecin généraliste, il ne va pas forcément comprendre qu'il a un trouble anxieux grave. Il va lui donner un traitement anxiolytique, benzodiazépine, qui va faire effectivement que camoufler certains symptômes et qui ne va pas effectivement permettre de travailler sur les facteurs de maintien du trouble anxieux. Et la problématique, c'est effectivement que le trouble anxieux grave va avoir vraiment constitué un handicap au niveau de la qualité de vie du patient, c'est-à-dire aussi bien sur la sphère familiale, sociale, scolaire ou professionnelle. Et cet handicap, il va s'alimenter avec les événements de vie, il va devenir de plus en plus important et va conduire peu à peu à l'isolement et à la solitude de la personne. Donc ça, effectivement, ça va constituer une certaine souffrance. Parfois, effectivement, le patient, s'il n'est pas pris en charge dans une structure spécialisée et adaptée, il peut devenir vraiment être constitué d'une espèce d'handicap à vie, percevoir l'âge, ne plus pouvoir travailler, ne plus pouvoir avoir de vie affective. Et ça va vraiment être prédominant sur le pronostic. Donc plus tôt c'est dépisté, le trouble anxieux, plus ce sera effectivement, on pourra permettre de travailler avec le patient sur l'amélioration, voire même la guérison du trouble anxieux. Alors après, effectivement, ça peut aussi fluctuer en intensité dans les moments de la vie. Il y a certains facteurs précipitants qui peuvent effectivement déclencher une symptomatologie beaucoup plus forte et importante pour cette personne atteinte du trouble anxieux. Mais retenez vraiment l'impact que ça peut avoir sur la qualité de vie. Alors je ne vous parle pas effectivement de la phobie sociale par exemple, où la personne a peur de parler en public ou de pouvoir sortir chez lui et petit à petit qui va petit à peu s'isoler. Enfin Mathieu vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc oui, enfin là, ce sont des films qui sont intéressants pour aussi illustrer ces différents troubles, parce que là, c'est vrai qu'on en parle, mais des fois pour le conceptualiser, c'est un peu compliqué.
Donc là, j'en ai répertorié quelques-uns. Vous devez probablement penser à d'autres. Contrairement à, voilà, ça c'est Rambo. Contrairement à ce qu'on peut penser, Rambo est une formidable illustration de ce que peut être un trouble, un état de stress post-traumatique. Enfin, à mon sens. Donc les chiffres, je vais peut-être pas m'étaler dessus parce que Madame Charbonnier en a largement discuté. Oui, malheureusement, les femmes sont plus concernées que les hommes. On peut aussi constater que les troubles anxieux sont prévalents à des âges entre 25 et 44 ans. Au cours d'une année, 15% des 18-65 ans vont avoir un trouble anxieux, mais au cours de notre vie, on peut dire qu'une personne sur 5 va en avoir un. Donc ces chiffres, voilà, comme disait tout à l'heure Madame Charbonnier, on a pu établir un profil sur la population, mais sachant que notamment pour les troubles, les phobies sociales, c'est difficile à diagnostiquer parce que c'est beaucoup de personnes qui vont pas sortir de chez elles et qui vont pas avoir d'interaction avec les autres. Voilà, donc là vous pouvez avoir les prévalences de différents troubles. Donc voilà, 6% pour le trouble anxieux généralisé, environ 11% pour les phobies spécifiques, 5% pour les phobies sociales, trouble panique à 3% pardon, et trouble panique plus agoraphobie à 2% environ. Alors, en fonction des différents troubles anxieux, vous pouvez avoir ce qu'on va dire une hyperactivation du système émotionnel, système amygdalien, notamment dans le cadre, par exemple, des phobies ou des attaques de panique. Certains troubles vont être beaucoup plus, on va dire, vont toucher plus le cerveau supérieur, ce corticalisé, comme par exemple les troubles d'anxiété généralisée. Vous allez avoir effectivement des ruminations anxieuses, c'est-à-dire je me fais du souci, ce souci me submerge. Je deviens d'ailleurs un expert pour identifier ce souci, sauf que je deviens totalement nul pour trouver des solutions, résoudre le problème, ou aller jusqu'à l'exposition sur un scénario catastrophe. Ce qu'on retrouve dans tous les troubles anxieux, c'est effectivement, on va dire, un espèce de déséquilibre entre système parasympathique et sympathique, où, comme je vous disais tout à l'heure, l'organisme reste hyperactivé, comme s'il y avait un danger permanent. Vous savez, on a tous un système sympathique qui est constamment activé, ce qui va permettre d'accélérer le cœur, d'accélérer la respiration, de bloquer la digestion pour préparer le corps face à un danger. À côté de ça, vous avez un système parasympathique qui va au contraire servir de frein et de freiner un petit peu ce système nerveux involontaire, automatique, d'aller trop vite. Donc certaines techniques qu'on va utiliser en thérapie vont permettre effectivement de travailler là-dessus. Alors je ne vous dis pas que ça permet de tout régler, mais en tout cas ça permet déjà de diminuer un petit peu le seuil de stress, d'anxiété, comme, je ne sais pas si vous connaissez, la cohérence cardiaque, qui est un outil qu'on se sert beaucoup, nous, dans la clinique de l'anxiété, en complément des thérapies habituelles de TCC ou EMDR ou thérapie de troisième vague comme le mindfulness ou ACT. Donc oui, là on a une petite présentation sur les phobies sociales. Donc l'anxiété est généralement provoquée par des situations de performance, des situations où il s'agit de s'affirmer auprès des autres, situations où on doit aussi se dévoiler, et des situations où on se sent observé. On a les pensées qui reviennent beaucoup, c'est la peur peur d'être jugé, d'être, comment dire, par exemple, là je suis en face de vous, je me dis, là je vois telle personne, il me regarde, ma présentation doit être à chier, tout un panel de pensées qui vont venir faire monter cette anxiété, notamment ces signes physiologiques. Donc ça peut mener aussi à des attaques de panique, mais pas systématiquement. Donc une attaque de panique, c'est une montée des signes physiologiques très importante sur un temps très court. Donc beaucoup de personnes disent « Ah, je faisais de la spasmophilie », c'est un peu ça, c'est-à-dire que on va hyperventiler, on va avoir le cœur qui va battre la chamade, et du coup ça va être impressionnant, mais au final
le danger n'est pas réel, est minime. Ça conduit souvent à des comportements d'évitement. Donc quand on ressent on sait que dans telle ou telle situation on va être en difficulté, la chose la plus naturelle qu'on fait, c'est de les éviter. Sauf que de les éviter, ça nous donne ça nous donne moins d'occasion de vérifier que notre anxiété, en fait, elle est pas légitime, elle est pas légitime. Voilà, donc la personne est souvent consciente que quelque chose ne va pas, et il y a aussi, comme disait tout à l'heure le docteur Monnier, de l'anxiété d'anticipation. Donc l'agoraphobie, donc contrairement à une idée reçue, c'est pas la peur de la foule en soi, c'est surtout la peur de ne pas pouvoir trouver de l'aide ou de pouvoir sortir si on fait une attaque de panique. Ces peurs, elles se déclenchent souvent dans les transports publics. Donc, les premières choses qu'en général font les agoraphobes, c'est de regarder où sont les issues et de se poster près des issues en cas de la survenue d'une attaque de panique. Les endroits fermés, donc tunnels, pièces, les files ou la foule, à l'extérieur de chez soi, et puis aussi les personnes qui prennent l'autoroute. L'autoroute, c'est difficile de s'en extraire, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on associe souvent à un agoraphobe, mais un agoraphobe, c'est aussi une personne qui, l'autoroute, je peux pas en sortir, donc ça va être une épreuve très difficile. Donc du coup, on va éviter tous ces endroits, et la peur est disproportionnée. Donc du coup, on revient sur la première diapo, on vous présentait un peu les préjugés sur les troubles anxieux graves. Donc on avait, c'est le signe d'une maladie mentale grave. Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Alors non, c'est pas une maladie mentale grave, on va dire dans le sens un trouble bipolaire, un trouble de l'humeur, une schizophrénie. Ça reste quand même une maladie chronique qui peut avoir un impact sur le fonctionnement social ou antérieur, enfin de l'individu sur son environnement, qui peut conduire à un handicap, on va dire social, surtout, qui est très important. Alors c'est une réaction disproportionnée au stress. Tout à fait. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une réaction disproportionnée qui va durer. Voilà. Donc, ça va durer dans le temps. Et en durant dans le temps, ça va entraîner donc cet handicap social qui ne va pas forcément être visible. D'ailleurs, quand on fait une demande, on va dire, d'allocation adulte handicapé, il y a beaucoup de rejets de la demande d'allocation parce que ce n'est pas considéré comme un véritable maladie mentale. Et pourtant, ça va avoir le handicap, il va être là, présent, majeur, dans la vie de l'individu. Il faut savoir aussi que les troubles anxieux sont souvent comorbides avec ce qu'on appelle un épisode dépressif caractérisé, qui va faciliter effectivement une entrée dans la dépression et entraîner encore plus de conséquences sur le long terme. Alors, les médicaments sont les seuls traitements? Non, effectivement. D'ailleurs, si vous donnez un traitement, si un anxieux va voir son médecin traitant, il va lui donner une benzodiazépine pour être moins anxieux, du Stilnox pour mieux dormir, et le patient se transforme en zombie. C'est-à-dire qu'après, il ne peut plus travailler, il ne peut plus conduire, etc. Donc effectivement, il y a des traitements par contre comme les antidépresseurs qui peuvent améliorer quand même la symptomatologie. Mais ce qui marche bien et qui a prouvé autant d'efficacité que les traitements, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales. Notamment dans les phobies spécifiques, c'est le seul traitement efficace. Après, dans les autres troubles anxieux, peuvent être effectivement aussi complémentaires avec un traitement ou même utilisés seuls. Alors, on peut gérer les troubles anxieux seuls sans aide. Alors, ce qui est compliqué dans les troubles anxieux, comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui fait un anxieux pour essayer de baisser ses symptômes? Il évite, tout à fait. Donc plus un anxieux évite, plus son trouble se majore. En thérapie, ce qu'on va faire, c'est plutôt essayer de le confronter à des situations, des scénarios, pour entraîner soit une exposition, une diminution des symptômes, et éviter effectivement tout cet enchaînement cognitif de rumination
de pensée automatique qui vont le conduire à être encore plus anxieux. Donc il faut éviter tout ce qui peut les provoquer. Non. Alors après, moi je dis souvent à mes patients, c'est comme un haltérophile. Si vous mettez trop de poids, il se casse les muscles. Si vous mettez pas assez de poids, ça sert à rien. Donc il faut toujours accompagner votre patient sur, on va dire, une exposition. Alors maintenant, il y a aussi des choses complémentaires sur les expositions pour les optimiser, comme la violation des attentes, mais de pouvoir trouver des situations stimuli qui permettent de créer une anxiété, dire aussi à votre patient anxieux que d'être un peu anxieux, c'est normal et qu'il faut plutôt l'accepter que être dans la lutte ou l'évitement. Là, toutes les stratégies thérapeutiques iront dans ce sens, hormis les médicaments benzodiazépines. Que ce soit TCC première, deuxième vague ou troisième vague, comme le mindfulness ou les thérapies ACT. C'est difficile à comprendre pour les autres. Alors effectivement, c'est difficile à comprendre pour les autres. Tu te fais du souci pour rien, c'est ce qu'on peut entendre. Notamment pour les TOC, c'est toujours intéressant de pouvoir voir aussi la famille en entretien, parce que la famille peut être renforçateur, on va dire, des phénomènes de compulsion, et plutôt que aider le patient, il va plutôt effectivement aggraver le trouble. Comme disait votre collègue, Madame Charbonnier, si dire à quelqu'un ne t'inquiète pas, ça va aller, finalement vous n'allez faire que l'angoisser. Sachant que le cerveau n'entend pas forcément la négation, le patient va être encore plus angoissé. Parce que ça va engendrer, notamment pour un trouble anxiété généralisée, ça va entraîner d'autres ruminations. Par exemple, dans le cas du trouble anxiété généralisée, le patient, lui, est dans une démarche d'augmenter sa certitude, de vérifier qu'il n'a pas de problème de santé, de vérifier qu'il ne va pas avoir d'accident de voiture. Plus il vérifie, plus il s'angoisse. L'idée, ça va être plutôt de travailler sur la tolérance à l'incertitude, de augmenter cette barre qui va lui permettre de ne pas se faire des inquiétudes, du souci de manière permanente. Alors, ça dure toute la vie. Ça peut durer très longtemps, en tout cas, si le patient n'est pas pris en charge. Et comme je vous disais, plus il est pris en charge tôt, plus vous allez permettre à cet handicap qui est invisible, en grande partie, d'améliorer sa qualité de vie. Donc c'est important de pouvoir déjà dépister, de pouvoir bien observer et comprendre, de faire un bon diagnostic, on va dire. Alors, je suis médecin, donc c'est vrai qu'on est plus... et de bien pouvoir identifier le trouble au départ pour pouvoir l'aider au mieux, de manière le plus précoce possible. Donc il y a des remèdes miracles ou traitements miracles pour traiter de troubles anxieux. Alors il n'y a pas de traitement miracle, on va dire, si le patient n'est pas participatif de sa prise en charge, et notamment... Alors moi c'est vrai que je fais beaucoup de TCC, on parle beaucoup de collaboration. Le patient quand il vient vous voir, vous n'avez pas de baguette magique, c'est-à-dire que votre patient vous n'allez pas le guérir en un coup de baguette magique. Il faut lui dire que ça prend plusieurs séances, qu'il y a des tâches à faire au domicile, qu'on demande sa participation entière et volontaire, de remplir effectivement l'auto-observation, de faire les tâches, de venir à chaque séance pour pouvoir avoir une amélioration. Une thérapie, ça marche pas pour moi, ça veut dire que je suis différent et que je ne pourrai pas m'en sortir. Alors si la thérapie n'a pas marché, par exemple si vous mettez un traitement, peut-être effectivement si vous mettez un traitement anxiolytique pur, ça marche pas, ça va juste camoufler le handicap, lui permettre de ne pas être anxieux pendant un certain moment. Mais comme je vous disais, l'objectif c'est pas que votre patient soit totalement... il faut que votre patient accepte une part d'angoisse. Et c'est sur celle-ci que vous allez pouvoir après travailler au niveau cognitif et au niveau comportemental. Est-ce que vous avez d'autres préjugés ou sinon on en parle en question après? Bon, on parle en question. Voilà, donc à qui vous adressez si jamais vous êtes dans une situation où vous présentez un des différents troubles qu'on a abordés. Donc je crois savoir qu'il y a des psychologues à l'université, dont une se trouve parmi vous. Vous avez les médecins traitants qui, pour nous, à IACA, en fait, constituent la première voie d'entrée des personnes dans le suivi, sachant que les médecins généralistes ont souvent tendance à chroniciser l'état anxieux, dépressif de leurs patients en leur donnant des pansements par de la chimie, mais au final, ça
ça généralise, oui. Ça travaille pas le fond du problème et ça permet pas le changement. Donc il y a qu'à nous qui sommes à Uzès, à l'hôpital psychiatrique. Après, vous avez les centres médico-psychologiques. Donc oui, vous pouvez demander des consultations gratuites si vous n'en avez pas les moyens dans le libéral, sachant que vous dépendez en fonction de là où vous habitez de différents secteurs et il faut vous renseigner du coup de votre côté. Psychiatre, donc oui, pour ce qui concerne traitement pharmacologique, sachant qu'il y a aussi des psychiatres qui font, comme le docteur Monnier, des TCC, de l'hypnose et de l'EMDR. Vous pouvez trouver aussi des associations et des groupes de parole. Et puis enfin, vous avez la FTCC, donc c'est l'Association française de thérapie cognitive et comportementale, et l'ALRTCC, donc c'est l'association du Languedoc-Roussillon de thérapie cognitive et comportementale. Sur ces sites-là, vous pouvez trouver les coordonnées de psychothérapeutes TCC qui sont vérifiés en fait, parce qu'on tombe aussi beaucoup sur des personnes qui se prétendent thérapeutes et qui au final font plus de mal que de bien. Alors, comme disait Mathieu, effectivement, moi je suis médecin psychiatre. L'idée, c'est pas non plus de diaboliser totalement les traitements, mais de faire la part des choses entre ce qui peut, si le patient peut plus bénéficier plus d'un traitement pharmacologique et ou d'une prise en charge psychothérapeutique, puisque les deux ont prouvé plus ou moins leur efficacité en fonction des troubles anxieux. C'est vrai, ce que disait mon collègue, c'est que c'est important, de voir quelqu'un qui est formé aux thérapies cognitivo-comportementales. Donc dans l'association, notamment, moi je fais partie de l'association régionale, on essaie vraiment d'identifier ceux qui ont une formation, comme la plupart de vous, de pas que le patient ne tombe pas non plus sur des patients sur des thérapeutes non compétents, ce qui peut diminuer effectivement aussi la confiance et laisser le patient avec son handicap chez lui tout seul. Donc dans les troubles anxieux graves, comme on vous disait, effectivement, les TCC, ça fonctionne bien. En ce qui concerne la phobie sociale, on va plutôt utiliser des thérapies de groupe, ce qu'on appelle les groupes d'affirmation de soi de phobie sociale. Le MDR est plus indiqué dans les troubles post-traumatiques. Alors thérapie systémique, c'est discutable, mais effectivement, il faut quand même mettre l'environnement dans la thérapie, ne pas laisser de côté, effectivement, comme je vous disais, l'entourage peut avoir un rôle renforçateur des troubles et peut être préjudiciable pour l'évolution du patient. Alors c'est vrai qu'à IACA, on utilise beaucoup aussi l'hypnothérapie, on travaille avec des collègues infirmiers qui sont formés, et ça peut être assez complémentaire dans la prise en charge. Alors l'hypnothérapie, c'est pas encore très très bien, on va dire, validé au niveau scientifique, mais c'est vrai que nous on a quand même, en tant qu'observateur, on observe vraiment des bons résultats, des bons retours de nos patients. On utilise aussi pas mal la méditation en pleine conscience, MBSR, MBCT, sur la prise en charge de nos patients, et notamment aussi chez les patients anciens dépressifs pour prévenir la rechute de la dépression. Les thérapies ACT aussi, qu'on utilise aussi dans la prévention de la récidive suicidaire chez les patients qui ont fait un premier geste suicidaire, et qu'on peut utiliser aussi chez les troubles anxieux. Voilà, c'est vrai que tous ces outils sont assez intéressants. Et on utilise aussi, bien sûr, la cohérence cardiaque dans notre thérapie, notamment pour... Oui, donc du coup, la cohérence cardiaque, c'est pour travailler sur le niveau basal d'anxiété. Là, on vous a présenté quelques applications que vous pouvez télécharger sur vos téléphones et que nous conseillons à nos patients. C'est aussi un moyen pour nous de vérifier de leur implication dans le travail thérapeutique. Voilà. C'est fini. Des questions, des remarques, des commentaires, un avis, des opposants au TCC. Les discours qui sont difficiles à entendre, je peux entendre quand même. Ouais. Bonsoir. Je voulais juste éventuellement savoir si vous accueillez un public autiste, justement.
Alors, à Yaka, on est plutôt donc la clinique de l'anxiété, on accueille plutôt les populations adultes. Oui. Alors on pourra effectivement accueillir des patients adultes autistes. Non, on n'accueille pas de patients autistes. On essaie de travailler les liens avec la pédopsychiatrie qui sont effectivement plus expérimentés dans ce domaine. Et pour l'instant, non, on n'a pas encore effectivement eu de prise en charge de patients autistes. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres cliniques de l'anxiété ailleurs qu'à Uzès? La clinique de l'anxiété, non, pas vraiment, mais disons que maintenant la TCC commence à se diffuser. Vous avez de plus en plus de thérapeutes TCC, donc notamment en CMP sur Nîmes. Sur Uzès, il doit y avoir aussi peut-être un libéral. Là, après, je vous oriente vers les deux sites, de la FTCC et de la LRTCC pour avoir plus d'informations. Alors après, vous avez effectivement des thérapeutes qui font ça de manière, on va dire, non formelle, dans le cadre de leur consultation. Je sais qu'à Nîmes, par exemple, au CHU, service de psychiatrie, il y a quelques médecins qui travaillent sur le trouble du comportement alimentaire en TCC. À Montpellier, vous avez aussi une pédopsychiatre qui travaille beaucoup en TCC sur le refus scolaire anxieux, qui a écrit un livre d'ailleurs. Hélène Denis. Et puis après, voilà, en général, vous pouvez, on essaye sur les sites de la FTCC, de la LRTCC, que les thérapeutes qui sont formés, qui pratiquent surtout, parce qu'on peut être formé mais pas pratiquer, c'est important de pratiquer pour avoir de l'expérience et pouvoir continuer à garder toutes ces notions pour aider nos patients. Vous avez les compétences de chacun. Certains se sont spécialisés comme les troubles comportement alimentaires. Nous, on est plutôt dans les troubles anxieux adultes. Et d'autres peuvent être plus spécialisés dans l'état de stress post-traumatique, en TCC ou en EMDR. Voilà. Alors, j'ai peut-être une question, mais sur le plan institutionnel. Alors, j'en ai deux, en fait. La première, c'est du coup, comment est-ce que les gens arrivent jusqu'à vous? Et la deuxième, c'est pourquoi est-ce que le pôle de psychiatrie d'Uzès a fait le choix, finalement, de faire une unité spécifique à l'anxiété, qui a été appelée, du coup, clinique de l'anxiété, plutôt que de proposer, comme dans d'autres services hospitaliers, une psychiatrie dite générale? En fait, on est parti à Uzès, moi je suis à Uzès depuis 5 ans, on est parti d'un projet avec 2 infirmiers qui étaient formés au début, on va dire, à Montpellier, de TCC. On s'est aperçu que d'être formé au TCC, mais sans projet médical, ça ne servait pas à grand-chose. On n'était pas en cohérence avec la prise en charge psychiatrique habituelle, CMP, HOSPI, etc. Donc on a fait un projet, on va dire, intersectoriel, un centre de consultation ambulatoire, en individuel et en groupe, tout en organisant un réseau avec les médecins généralistes, parce que comme vous voyez, effectivement, ça peut être la première entrée de nos patients, c'est-à-dire qu'on les a invités à des réunions, des formations médicales continues, alors de manière élargie, c'est-à-dire qu'on a invité aussi pas mal les psychologues qui travaillent aussi en libéral, afin de mettre un réseau pour que eux puissent rapidement nous adresser leurs patients qui ont présentent une anxiété ou un trouble anxieux qu'ils ont effectivement pu déterminer de manière directe sans passer par la voie habituelle du CMP pour qu'on puisse évaluer s'il y a un trouble anxieux grave qu'on peut traiter, qu'on peut déjà faire la part des choses entre la nécessité d'un traitement pharmacologique ou la nécessité d'un traitement psychothérapeutique et qu'on puisse suivre de manière confortable sur plusieurs séances. C'est vrai qu'on fait des séances de 3 quarts d'heure, donc ce qui n'est pas habituel. Dans un CMP, on va plutôt faire des séances de 20 à 30 minutes et de traiter vraiment le trouble anxieux grave avec des thérapies dans un lieu donné et de manière confortable. Et c'est vrai que ça a très très bien fonctionné parce que très rapidement on a eu une file d'attente très importante avec des indications parfois un peu compliqué, avec beaucoup de comorbidités au niveau trouble de la personnalité ou dépression majeure. Et à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas faire de psychothérapie, soit dans l'immédiat. Donc, on a toujours voulu favoriser Yaka, la clinique de l'anxiété, pas de manière antagoniste, mais de manière complémentaire à une prise en charge, on va dire CMP classique. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois double prise en charge, un psychiatre du CMP qui va mettre en place un traitement si besoin,
et un thérapeute, qui soit psychiatre, psychologue ou infirmier, qui va suivre le patient en psychothérapie TCC sur plusieurs séances, qui jugera le nombre nécessaire. Une fois que la thérapie est finie, puisque ce sont des thérapies courtes, le patient peut continuer sa prise en charge au CMP, ou si par exemple on a diagnostiqué un épisode dépressif majeur, on va plutôt l'orienter au CMP en premier lieu, et après traiter le trouble anxieux qui reste présent après on va dire la stabilisation de l'épisode dépressif. Et c'est vrai que du coup, on essaye d'avoir cette place centrale, mais pas antagoniste par rapport au parcours de soins classique du patient. D'ailleurs, on a élargi un peu nos indications, puisque au départ, on était sur le secteur adulte d'Uzès, et maintenant, on prend des patients de Nîmes, d'Alès et même de l'Ardèche. Voilà. Et si quelqu'un se sent anxieux, est-ce qu'on peut venir directement ou on est obligé de passer par un médecin traitant Alors nous, on a exigé qu'on passe par un médecin traitant pour garder le parcours de soins patients, parce que c'est vrai que du coup on est une offre publique, mais on reste quand même dans un univers hospitalier et que c'est important qu'il puisse y avoir comme le parcours patient et que le médecin traitant reste quand même un acteur impliqué dans la prise en charge de son patient. Donc après on fait les comptes rendus, c'est une prise en charge quand même médicalisée. Mais bon, le trouble anxieux, plutôt que de donner de l'exomil, et d'ailleurs c'est vrai que les médecins généralistes jouent le jeu, prescrivent beaucoup moins de traitements anxiolytiques et vont proposer plutôt cette prise en charge en premier lieu. Donc ça c'est bien, mais on veut que le médecin traitant reste l'acteur, que ce reste le médecin généraliste, acteur dans la prise en charge du patient. Voilà, moi j'aurais 2 questions. Alors la première, pour les personnes souffrant de TSA, j'ai toujours été étonné, parce qu'on entend de plus en plus d'informations, pourquoi on leur demande autant de rentrer, même si j'ai compris les problèmes pour s'adapter dans la vie de tous les jours, pourquoi on leur demande autant de rentrer dans un moule que nous, on est en train de faire. Parce que ces personnes-là, elles sont quand même, on peut aussi s'en inspirer parce qu'elles gardent une sincérité. Moi, je connais un éducateur qui me dit je ne pourrai jamais changer de métier parce qu'au moins j'ai des relations vraies. Donc pourquoi toujours vouloir casser un peu tout ce qui peut être quand même des fois bien et une fois de plus faire dans ces sociétés lisses et les faire rentrer là-dedans? Est-ce que nous, on n'a pas un parcours à faire en les acceptant aussi tels qu'ils sont parfois et en prenant de ce qu'ils peuvent nous amener? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que je dois la poser en même temps ou après? Je ne sais pas. Après, si ça vous dérange pas. Alors, ouais, c'est la question un peu de la neurodiversité, ce qu'on appelle actuellement la neurodiversité, qui est soutenue par exemple par le professeur Baron-Cohen. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ça, tout simplement parce que quand on voit la qualité de vie des patients, par exemple, que ce soit dès l'école primaire, dès le collège... Et donc en fait, c'est un peu toute la logique derrière le DSM. C'est l'idée, on catégorise des troubles mentaux pour derrière pouvoir développer des thérapies adaptées pour améliorer leur qualité de vie. Oui, donc c'est d'accord, on les catégorise, d'accord, ça peut mettre des stigmatisations, tout ça, mais in fine, le but du DSM, c'est de pouvoir améliorer leur qualité de vie. Après, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? C'est un débat à l'heure actuelle. Il y en a qui sont plus d'accord avec le DSM, tout ça, mais à l'heure actuelle, c'est là, en tout cas le courant de la psychiatrie mondiale. D'accord. Ok, merci. Alors, la deuxième question, elle est pour l'autre côté. Non, alors la deuxième question, désolé de vous interrompre. La deuxième question, c'est que je trouve qu'il y a un outil qui peut être intéressant que j'ai découvert ici à Nîmes à l'occasion d'un événement, c'est la bibliothérapie. Parce que, notamment dans les phobies sociales, etc., où la personne n'osera jamais venir consulter, enfin, pas toujours, ça peut servir de tremplin ou d'introduction au sujet, et d'une manière un peu plus, comme il y a souvent des émotions de honte, etc., je trouve que la bibliothérapie est vraiment quelque chose de très intéressant, d'important, et pas assez développé, je pense. Parce que le quidam, il ne sait pas où aller, et peut-être qu'on devrait faire un peu plus dans cette démarche-là pour après recourir à une aide un peu plus personnelle. Voilà. Effectivement, la bibliothérapie, je ne connaissais pas trop l'indication phobie sociale, mais je trouve qu'effectivement ça peut être intéressant, notamment pour déjà faire un travail sur les émotions avec le patient et en l'exposant un petit peu sur les éléments qui ont pu être difficiles. Après, je pense que c'est quand même important qu'on puisse faire des expositions, enfin le mettre dans un groupe. Dans la phobie sociale, c'est quand même... Nous, on a comparé, c'est vrai qu'en général, on commence sur une prise en charge individuelle au départ,
et après on le met dans le groupe, le patient. Et c'est vrai que je pense que c'est indispensable d'avoir cette progression. Mais peut-être qu'en premier, dans un travail individuel, la bio peut être vraiment très très pertinent.